Vendredi 14 avril 2017, 10 heures. Ce texte figure dans les brouillons de la messagerie de Nîmes. Il n'a pas été envoyé à son destinataire. Il était une fois un Pite qui vivait aux confins de la lointaine Ardèche. Il avait trouvé il y a quelques jours que la dame Nine prenait son temps pour lui répondre. Il n'avait pas tort, elle était réellement lente. Et aujourd'hui, c'est au tour de la dame Nine de se dire: comme c'est bizarre, Monsieur Pitt a reçu l'un de mes textes, il est en général un homme très réveillé le matin, il a du temps, il se lève tôt, mais aujourd'hui, visiblement, c'est le blackout, le silence est total. Il n'a ce matin visiblement ni lu, ni écrit, ou bien autre hypothèse, ou bien il est ennuyé car il ne sait pas quoi dire de son dernier texte. Peut-être se sent-il comme un chien devant un jeu de quilles. Mais trêve de plaisanterie, mon ami. J'espère que tu n'as pas de graves soucis. Samedi 15 avril 2017, 9 heures. 4 jours sont passés depuis le dernier mail envoyé. Bonjour Pete. Je suis enchantée que tu échanges avec Irène Sophia. Note. Rappel, Nine a mentionné plus haut dans les mails de février à mars 2017 qu'elle commentait les chapitres du roman Au pays de mon père qu'Irène Sophia lui avait adressé avant sa publication sur Écrit Reprise. Je suis enchantée que tu échanges avec Irène Sophia. Je l'ai connue il y a 10 ans, après avoir posté un avis sur l'un de ses romans auto-édités. Elle m'a répondu et nous sommes devenus amis. Depuis, j'ai lu ses 3 livres publiés, ainsi que le dernier qui paraîtra bientôt. Sa personnalité est d'une certaine façon opposée à la tienne. Elle est habitée par des valeurs chrétiennes, sa vie de famille n'a pas connu de rupture. Elle explore par l'écriture les liens qui l'attachent à ses ascendants aristocrates. Elle est en quête d'une vérité historique, familiale, ainsi que personnelle et spirituelle. Il lui indiffère d'être lu par un grand nombre. Il lui suffit de quelques lecteurs en qui elle a confiance. Mais l'écriture participe, toi comme pour elle, à l'équilibre de sa vie. Je la connais bien par ses livres et nos conversations, comme je te connais plutôt bien, n'est-ce pas, par tes écrits et par notre correspondance. Je suis heureuse d'être à l'origine de votre lien. Hier, j'ai animé les Noctusiennes au Café Racine. Et me voilà perplexe. La réunion était réussie, chaleureuse et intime. Nous étions peut-être un peu moins nombreux qu'à l'accoutumée, car les vacances scolaires ne sont pas terminées, et le week-end de Pâques suivait. J'ai annoncé, en fin de soirée, que j'avais présenté mes 3 livres de l'année au Salon de Paris. Je ne publie qu'une fois par an, et je trouvais important de le faire savoir. Tu connais ces 3 livres que sont 2011, Un couple parisien, une nouvelle, sur le drame de l'alcool subi par le mari d'une de mes amies, ainsi que Été 2011, Vacances bretonnes, et Février 2012, Vacances à Chamonix. Ces 2 derniers romans, plus rituels, relatent nos séjours il y a 6 ans maintenant en dehors de Paris. Mes livres coûtent 3, 4 et 5 euros. Eh bien, figure-toi que la simple courtoisie, en dépit de sommes aussi modiques, n'a pas joué en ma faveur. Certaines personnes proposent comme moi des soirées dans ce même café. J'y participe, et lorsqu'elles publient des livres, pourtant plus coûteux que les miens, je m'y intéresse. Je les achète, et je leur en parle après les avoir lus. J'agis ainsi par curiosité, par politesse, et par reconnaissance pour les réunions qu'elles organisent et qui ont le mérite d'exister. Je n'ai pas eu droit à l'équivalent. Te raconter cette banale déconvenue me fait du bien. Elle est complètement anecdotique comparée à tes propres soucis. Mais que veux-tu? Je ne peux m'empêcher d'y penser. Tu es le premier à l'apprendre parce que j'ai trouvé ta lettre ce matin. J'allais en parler à Gabrielle, qui est le miroir de ma vie. Elle écoute régulièrement mon journal.
Mais c'est toi, aujourd'hui, qui vas lire mes premières réactions, sans filtre et peu réfléchi. J'allais à l'instant développer, à ma façon et à l'intention de ma correspondante habituelle, de longues et diverses circonvolutions avec le discret espoir au fond de moi de ne plus être troublée après réflexion par cette dérisoire mésaventure. J'aurais dit à Gabriel que l'animation de mes groupes, hebdomadaires ou mensuels, de mon réseau social, à la frontière parfois de la mondanité, exige de ma part des efforts et de l'énergie. Dès lors que j'entretiens des relations à deux, avec toi, avec Gabriel ou Irène par exemple, je sens qu'un équilibre s'établit spontanément. Cette réciprocité est plus problématique dans les groupes dont je suis à l'origine. Je cesserai peut-être un jour de soutenir ainsi tous azimuts quiconque me sollicite pour ne plus connaître que des liens individuels. S'ils se maintiennent dans la durée, c'est qu'ils deviennent par nature des liens d'amitié. Tel sera peut-être mon avenir. Je n'y suis sans doute pas encore prête, mais dans l'état actuel des choses, je n'ai d'autre choix que d'accepter cette relative indifférence, et surtout je dois savoir pourquoi je poursuis en ce sens. J'ai dû nourrir au tout début, sans en avoir réellement conscience, l'illusion de gagner des lecteurs. Pour être précise, Pete, quelques personnes se sont, à dire vrai, intéressées hier soir à mes livres. Une jolie femme, prénommée Vania, souriante, qui travaille dans la reliure, a acheté mes 3 livres. Tandis que Jean Tousselier, rappelle, Jean Tousselier, qui avait longtemps participé aux ateliers de Nîmes, venait de les abandonner car son écriture demeurait trop confidentielle à son goût. Reprise. Tandis que Jean Tousselier a choisi le plus court d'entre eux. 2011, un couple parisien qui compte une 40aine de pages. Il me dit très honnêtement qu'il ne parvient pas à entrer dans mon univers. Il a 70 ans et polytechnicien, positif, rationnel, chef d'entreprise, et il ne comprend pas mes romans, qui explorent une sensibilité féminine, d'épouse et de mère. Je n'aurais pas été surpris s'il ne m'avait rien acheté. Nous plaisantons depuis longtemps sur l'hermétisme caractérisé qu'il attribue à mes livres. Les personnes qui m'ont blessé, celles dont j'attendais une réaction plus amicale, n'étaient en fait qu'au nombre de 2. Et oui, Pete, il a suffi de cette minuscule déception, et me voilà ébranlé au point de m'épancher aussi longuement sur le sujet. Donc, mon ami, si je persévère dans mes activités de groupe, sachant que personne ne m'y oblige, il me faut en connaître la raison. J'apprécie de découvrir des textes. Tu as assisté aux noctusiennes mensuelles, au Café Racine. Tu as vu combien ce genre de rencontre met en évidence le talent et la créativité de personnes anonymes. Proposer un lieu pour un temps déterminé qui leur permet de s'exprimer est un bel événement. Je suis heureuse de participer à l'existence de ce type de circonstances. Il importe que je garde en tête cette raison, la seule qui soit légitime. Et si d'aventure survient à l'avenir une imprévisible conséquence collatérale, à savoir qu'une ou 2 personnes s'intéressent incidemment à mes écrits, je devrais m'en réjouir tout simplement comme d'un précieux cadeau inattendu. Je serais avisée en fait d'avoir le même état d'esprit qu'avec maman. Je m'impose la contrainte, qui n'est pas négligeable, de l'appeler chaque jour pendant près d'une demi-heure. J'ai pris cette habitude il y a plusieurs années, qu'elle ne sombre pas dans la tristesse. Auparavant, il lui arrivait de s'y précipiter sans prévenir. Sa détresse m'était insupportable. Mon père n'était plus de ce monde. Maman se trouvait inutile. Elle aspirait à vivre sa dernière heure. J'ai dû ruser pour entamer, sans lui déplaire, la série de mes appels quotidiens.
Elle risquait de les interpréter comme une intrusion, insistante et indue dans sa vie, ou bien pire encore, de soupçonner mon désir de l'aider. Son orgueil, qui n'est pas mince, à mon égard du moins, l'aurait détourné de la main que je lui tendais. J'aime lire des livres à un auditeur intéressé, lui ai-je dit, afin de les enregistrer, de les conserver, de les réécouter, et aussi éventuellement de les proposer à des sites publics de lecture orale. Est-ce que tu serais d'accord pour me prêter ton oreille, chaque jour, pendant un petit quart d'heure? Elle a gentiment accepté, et l'habitude est maintenant complètement entrée dans nos mœurs matinales. Nous échangeons les nouvelles de la veille, je m'assure de l'état de son moral, et nous voyageons ensemble en littérature. Les textes nous entraînent vers des conversations riches et animées. Ces appels sont pour moi tout à la fois une obligation et un plaisir. Ils penchent parfois davantage du côté de la contrainte, d'autres fois la joie de l'échange l'emporte. Les deux aspects sont indissolublement liés. Agir avec les groupes, tout comme agir avec maman, suppose, dans les deux cas, que je n'oublie pas la raison profonde de mon comportement. Concernant l'écriture, je favorise la lecture de textes peu visibles par ailleurs. Quant à maman, je tente, dans la mesure de mes moyens, de la protéger du désespoir. Mais je ne dois en aucun cas m'attendre de la part des groupes à un quelconque intérêt envers mes écrits, ni à un rapprochement plus intime de la part de maman. J'ai longtemps désiré un amour maternel basé sur la transparence et la profondeur. J'aurais aimé qu'elle s'intéresse à mon être intérieur. J'ai essayé au fil des années de m'aventurer à la découverte du sien. Elle n'a jamais ouvert la porte. Elle est demeurée inébranlable. Je fus pour elle un petit être qu'elle devait dresser afin qu'il se présente favorablement dans le monde. Elle n'a jamais tenté de connaître mes désirs profonds. Elle m'a imposé un ensemble de normes indiscutables à ses yeux. Son attitude fut celle de la grande majorité des parents de son époque, mais peut-être étais-je une enfant qui éprouvait un besoin presque vital d'un autre type de lien, moins conventionnel, plus riche et plus authentique. J'ai longtemps cherché à établir un échange plus ouvert avec elle, ce fut en vain. J'ai abandonné la partie. J'ai enfin compris qu'elle continuerait à se cantonner envers et contre tout, bec et ongle et contre vents et marées, aux faits objectifs, aux résultats concrets, aux réussites ou échecs visibles et mesurables. Je serais malheureuse si je l'appelais avec l'espoir d'une proximité plus personnelle. Mon unique but est de l'aider. Et si par bonheur, il arrivait qu'elle m'offre un jour, par surprise, quelques parcelles de cet amour auquel j'ai longtemps aspiré, qui serait gratuit et généreux, où elle s'intéresserait à moi, sans me juger, me comparer à elle-même, ou à ma sœur aînée. Thérèse, comme maman, valorise les apparences, principalement sociales, et se méfie de tout approfondissement nécessairement plus ou moins déplacé ou malséant à ses yeux. Si elle m'offrait donc un jour, par surprise, quelques parcelles de cet amour, je m'en saisirais au vol avec la célérité et la satisfaction d'un petit farfadet enfin aimé pour lui-même. Il me semble cependant, Pete, lorsque j'explore attentivement mes souvenirs, qu'il nous est déjà arrivé rarement, comme par magie, lors de nos conversations téléphoniques justement, de frôler ce type de relation. Une vague de douceur se répandait alors en moi. Tels sont donc, mon ami, les propos inspirés par ma soirée d'hier que je m'apprêtais à tenir à Gabriel. Mais c'est toi, aujourd'hui, qui as l'insigne chance de les découvrir, singulièrement développés, ce dont je l'espère, tu m'excuseras. Tu tardes à lire mon dernier chapitre.
Je comprends. Je sais combien tu es occupé et soucieux. Mais tu connais mes doutes. Et ma ressemblance assez marquée concernant mes écrits avec un vieux pneu crevé. Le regard de l'autre me réconforte, il regonfle la fragile chambre à air qui ensuite se vide peu à peu et inexorablement. Ne lis bien sûr ce troisième chapitre intitulé Et si on achetait que lorsque tu auras du temps. Mais sache que j'écouterai ce jour-là ton avis avec la plus vigilante attention. Une belle journée à toi et un joli week-end de Pâques. Le même jour, 15h15. Rebonjour Pete. Tes commentaires me font un bien infini. J'ai réellement besoin d'être lu avec enthousiasme, que mes lecteurs aient envie de dire leurs réactions, que la vie relatée dans mes textes suscite de la vie chez celui qui les découvre. Alors ensuite, Pete, si tu me dis « Mais quel dommage, tu n'as aucune chance de percer avec des romans comme les tiens », je te répondrai que je suis au courant. Je sais que le succès est ta grande préoccupation et tu ne peux t'empêcher de projeter tes désirs sur les miens. Mais détrompe-toi, mon ami. Mon souci, à ce jour, est de continuer à écrire et de sentir que mes chapitres, une fois achevés, intéressent certains de mes amis. En ce moment, mes deux lecteurs les plus proches sont Gabriel et toi. Voilà pourquoi j'étais impatiente de connaître tes impressions. Tu me dis également, puisque tu ne saurais abandonner ton idée, que tu vas réécrire mes textes pour tenter de séduire un plus grand nombre de lecteurs. Tu m'offres là un magnifique cadeau, un joli geste d'amitié. Et tu confirmes que mes personnages suscitent chez toi une réelle émotion. Mais je crois franchement, Pete, que tu t'embarques, porté par ce désir de réécriture, sur le beau navire de tes rêves. Pourrais-tu me dire comment tu réussiras à trouver le temps? Tu as fait le travail une première fois sur le chapitre 1, une maison jardin. Tu l'as commencé sur le chapitre 2, l'oscillation du pendule. Tu le termineras, j'en suis certaine, tu as l'habitude d'achever ce que tu entreprends. Ainsi, tu y seras parvenu une fois ou deux, à l'occasion et de façon magistrale, poussé par ton enthousiasme et tes idées inventives de scénario. Mais comment feras-tu, à terme, avec ta vie dure, et qui semble décider en ce moment à t'apporter chaque jour son lot de nouvelles difficultés? Je serais évidemment heureuse si tu poursuivais durablement dans cette voie. Mais je me demande vraiment comment pourrait s'estomper du jour au lendemain l'incontournable principe de la récalcitrante réalité. Je t'embrasse. Jeudi 20 avril 2017, 12h15. 4 jours sont passés depuis le dernier mail mentionné. Je vais te raconter une anecdote, Gabrielle. Elle sera sauvée ainsi de l'inexorable oubli. J'ignore si je la garderai plus tard, quand je relirai ces notes. Le filtre du temps jouera son rôle. Je la conserverai dans le livre que j'écrirai, sans certitude à ce jour, à partir de notre correspondance. Ou bien, au contraire, je choisirai de l'en écarter. L'anecdote te semblera peut-être banale, mais j'ai besoin de m'y arrêter, tu me connais par ailleurs. Je ne laisserai pas passer cette occasion d'une pause d'écriture sans te donner les dernières nouvelles. Ensuite seulement, j'aborderai le cœur du sujet, non, mon ami. Tu n'échapperas pas au récit des divers micro-événements des récentes 24 heures. Je suis allée voir Sabine hier. Note, Sabine Taillandier. Les mails du 17 février et du 21 mars mentionnent les rencontres de la veille de Nine et de Sabine dans le quartier d'Enfer Rochereau. Reprise. Je suis allée voir Sabine hier. J'aurais volontiers abrégé notre rencontre. Je venais de terminer le 3e chapitre intitulé Et si on achetait? Entamer le suivant n'était pas facile. J'étais bloquée dans mes embrouillamini de phrases. Après avoir fini un texte, j'ai le plus souvent besoin de temps pour retrouver ne serait-ce qu'un modeste rythme de progression. Je me suis occupée avec les textes de Pete. J'ai ensuite tenté de préciser ma vision des chapitres qui suivront, mais j'ai peiné pour réussir à demeurer active pendant nos 2 heures habituelles.
Je rejoins Sabine le mercredi près de chez elle quand elle peut se libérer de son travail. Je l'aide à s'abstraire de sa vie quotidienne. Elle essaie ainsi de se réserver une séance d'écriture une fois par semaine. Entre 10 heures et midi, je suis contente d'avoir tenu mon engagement. Je n'avais pas de raison d'abréger notre rencontre. Le soleil brillait, nous étions au d'enfer, un café où tu nous as déjà rejointes. J'en apprécie la vue depuis la terrasse sur le vaste espace de la place d'Enfer Rochereau. Le matin, par beau temps, les tables sont inondées de lumière et hier, les arbres déployaient déjà leur verte parure d'été. J'ai ensuite regagné la maison. Je suis fatiguée en ce moment. Je suppose que l'opinion de Pete, qui a été médecin et a rencontré de nombreux patients, doit être assez juste. Il pense que je suis préoccupée par la future inactivité de Roland. Ça va être dur, me dit-il. J'en suis consciente, Gabriel. Mais je sais quelle direction je souhaite donner à nos prochaines années. Je veux rester aux côtés de Roland et essayer de l'aider. Ce ne sera pas simple, mais nous trouverons, je l'espère, une façon d'être ensemble, qui ne nous emprisonne pas et nous convienne à tous les deux. Roland n'est pas possessif et il me laissera libre de mes actes. Le changement sera cependant conséquent, c'est pourquoi je l'incite à télétravailler 2 jours par semaine pour nous habituer au plus vite à notre futur mode de vie. Il me dit que son travail ne l'intéresse plus. Je sais aussi qu'il aura envie de disparaître sous terre, dès lors qu'il ne devra plus chaque jour tendre ses efforts pour assurer des revenus à sa famille. Il est un bourgeois sacrificiel. Je suis le père Goriot, me dit-il. Je l'écoute et je suis rassurée par ses confidences. Ces tristes pensées doivent s'en trouver à tout le moins provisoirement allégées. Je tente de me tranquilliser en me disant que ceux qui annoncent le pire, leur suicide par exemple, sont rarement ceux qui passent à l'acte. Roland est cependant sincère. Je crois que nous réussirons à nous adapter. Nous vivons ensemble depuis bientôt 30 ans. Roland ne m'a jamais caché son faible appétit de vivre. Et notre existence est loin de nous déplaire. Nous parviendrons, je l'espère, avec un peu de chance et de vigilance, à apprécier une route qui ne nous sera pas complètement inconnue. J'étais sans énergie hier à mon retour de d'Enfer Rochereau. Je préparais les repas du soir lorsque Roland est arrivé. Je crois me souvenir qu'un match Munich-Barcelone, me semble-t-il, était diffusé à la télévision et aussi que Barcelone a été battu. Je suis allée me coucher, toujours aussi peu dynamique et en panne de lecture. Élisabeth Gaskell ne me plaît plus. Le roman que je lis en ce moment m'irrite. L'auteur utilise de grosses ficelles de romancière qui m'agacent et me font régulièrement abandonner le livre. J'ai tenté de lire des nouvelles de Jack London, excellentissime évidemment, mais franchement, cet intrépide voyageur explorateur du Grand Nord ne fait pas précisément partie de ma famille très intime d'écrivains. J'ai mis en évidence sur ma table de nuit pour une prochaine lecture un roman de Madame Oates. Note, Joyce Carol Oates, née en 1938, est une femme de lettres américaine, poétesse, romancière, nouvelliste, dramaturge et essayiste. Reprise. Pour une prochaine lecture, un roman de Madame Oates. J'ai eu du mal à trouver le sommeil, malgré ma lassitude. Je me sens pourtant assez reposée ce matin. J'écoute Proust quand le sommeil fait mine de m'échapper. L'issue est toujours favorable. Si je m'endors, le but recherché est atteint et sinon, ce qui était plutôt le cas hier, je savoure un texte magnifique. Simon était passé me voir dans la soirée. Il arrêtait de regarder le match et allait dans sa chambre. J'étais trop fatiguée pour rejoindre Roland dans le salon. Simon m'a confirmé que son père était, comme à son habitude ces jours-ci, dans un état d'excitation extrême. Les élections approchent. Note. Le premier tour de l'élection présidentielle a eu lieu le dimanche 23 avril 2017. Reprise. Les élections approchent et sa passion ne se dément pas. Il ne rate pas une émission politique qu'il regarde avec son incontournable apéritif de circonstance. Nous avons reçu dans la journée les professions de foi des candidats et figure-toi, mon ami, que je les ai toutes retrouvées ce matin, déchiquetées en 1000 minuscules confettis, toutes à l'exception de celle qui recueille son approbation inconditionnelle. N'est-ce pas rigolo? Je ne lui ai pas manqué.
embarqué qu'il était par ses émotions du moment. Je m'étais sentie paresseuse et un peu coupable en restant dans mon lit après la défection de Simon. Tu sais tout, Gabriel, de ma journée d'hier. Ce matin, au réveil, je n'avais pas de rendez-vous en perspective. Je n'avais sollicité personne en raison de ma petite forme de ces derniers jours. Je devrais être capable de supporter le calme de cette journée sans pour autant verser dans la tristesse. Simon reste à la maison. Nous nous accorderons une pause aujourd'hui en matière d'informatique. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure les quelques 90 minutes que nous avons consacrées hier à notre interminable pensum. Le niveau d'ennui était maximum. Mais j'étais avec lui, je lui rends service, et dans ces conditions, notre inévitable labeur me pèse autant qu'une plume de caneton portée par le vent. Nous pratiquons une informatique baratineuse. Nous ne maîtrisons pas la technique, mais nous dissertons sur le savoir-faire numérique comme si nous étions de savants gestionnaires de projets. Tu n'ignores pas le judicieux adage selon lequel le ridicule ne tue pas. Je m'en réjouis, car j'aurais lieu de m'inquiéter en cas d'absurdité de ce précepte pour notre intégrité physique et morale. En attendant le départ de Roland ce matin, j'ai relu mes quelques notes d'hier sur les prochains chapitres. J'ai fait ma toilette, préparé d'avance le déjeuner de Simon et pris mon petit déjeuner. J'ai ensuite appelé maman et me voici enfin arrivé Gabriel au point que je souhaitais développer. Je l'ai donc appelée, elle avait déjeuné dimanche à la maison. Manou, Simon, Marc et Delphine étaient présents. Nous avons passé un agréable dimanche de Pâques, mais maman craignait d'avoir attrapé une bronchite. Elle m'a dit qu'elle ne s'était pas assez couverte vendredi dans la journée, alors qu'elle revenait seule de Signac au volant de sa petite voiture. Une fois arrivée à Thizy, note, Claire Laurie, la mère de Nine, habitait à Thizy, dans la banlieue sud de Paris. Une fois arrivée à Thizy, aux alentours de 17 heures, elle est partie à pied pour une célébration du chemin de croix. La distance entre son appartement et l'église est d'environ 1 kilomètre. Le lendemain, samedi de Pâques, elle assistait au baptême de ses catéchumènes. Je n'ai pas osé mettre mon manteau noir, m'a-t-elle dit. Je trouvais que pour un baptême, ce n'était pas approprié. Elle a éprouvé, cette fois encore, une sensation de froid et comme la veille, elle a fait à pied le trajet pour aller, puis revenir de l'église. Elle avait rencontré vendredi soir à la sortie du chemin de croix un groupe de paroissiens, dont le curé qui était parmi eux. Ils m'ont tous énervé, m'a-t-elle dit. Ils m'ont épuisé de questions sur des papiers concernant des baptêmes, des confirmations, des dossiers à remplir, des réunions à prévoir. Ils n'arrêtaient pas. Alors tu comprends, Nine, j'en ai eu assez. Je me suis mise en colère. Je leur ai dit qu'ils exagéraient. Ils ne se rendaient pas compte. Je sortais de voiture. Je venais de conduire pendant plus de 5 heures. Je m'étais absentée. Je ne suis pas moderne. Je ne peux pas recevoir les messages, ni par téléphone, ni par ordinateur. J'étais hors de moi. Je n'ai pas mâché mes mots. Le curé, permets-moi de le supposer, Gabriel, a dû être plutôt surpris. Cet homme n'avait sans doute pas fait partie de ceux qui avaient maladroitement sollicité maman. Je connais assez bien l'ambiance des paroisses, maman m'en parle souvent. Ce sont en général les laïcs et non pas les prêtres qui se montrent parfois indélicats. Maman me racontait sa mésaventure le lendemain, samedi, au téléphone. Elle était revenue de Signac et j'avais repris mes appels du matin. Je lui ai discrètement fait remarquer que les personnes à la sortie de l'église ignoraient certainement ces contraintes. Et il aurait probablement suffi qu'elle les en informe, sans pour autant perdre son calme. Maman en a convenu, elle a regretté sa nervosité, elle m'a dit avoir rattrapé l'affaire, elle était fatiguée, chacun l'a bien compris. Nous nous sommes vus le lendemain, autour du traditionnel gigot pascal, et nous avions prévu de nous téléphoner seulement aujourd'hui, jeudi 20 avril. Roland était à la maison le lundi de Pâques ainsi que le mardi, et le lendemain je voyais Sabine. Je n'appelle pas maman le mercredi matin quand je vais à Denfert-Rochereau. « Allô maman, comment vas-tu » lui ai-je demandé il y a quelques minutes. « Pas bien du tout. J'ai la bronchite. » Nous y voilà, Gabriel, au cœur du sujet. Maman a 84 ans, elle est en bonne santé, à la condition expresse d'éviter la bronchite. Quand celle-ci se manifeste, maman est anéantie pendant plus d'1 mois.
Sans un sévère traitement antibiotique, la maladie se transforme en pneumonie. Maman n'a pas le choix. Elle prend ses comprimés qu'elle conserve d'avance dans sa boîte à pharmacie. Le mari de ma sœur aînée est médecin et maman dispose des réserves nécessaires. Mais le problème, vois-tu, Gabriel, est qu'elle ne supporte plus les antibiotiques. Et de plus, ces derniers sont désormais insuffisants. Maman doit également absorber de la cortisone et le cocktail des deux médicaments lui provoque des nausées, des vomissements et des vertiges. Imagine la situation. Pendant des semaines, elle ne mange quasiment plus. Elle flotte. Elle risque de tomber quand elle essaie de marcher. Elle a le mal de mer, me dit-elle. Elle est maltraitée par son organisme. Elle reste couchée, sans plus agir, sans désir ni envie. Tu sais, Nine, me dit-elle, quand on est malade, on n'a plus envie de rien. Elle ne me l'apprend pas. Je sais quelle est son humeur quand elle reste des jours entiers prisonnière de son lit. Elle pense à la mort, à sa solitude, à ses filles qui ne sont pas près d'elle. Mes sœurs et moi allons la voir, mais à l'exception de nos quelques visites, elle est seule avec ses souffrances physiques et ses idées sur sa vie, dont la fin lui apparaît en ces instants proches et inéluctables. Sa dernière bronchite date du mois de janvier. Ce serait terrible si elle rechutait après ces récentes déprimantes semaines. Je n'en suis Gabrielle qu'à l'introduction de mon anecdote. Voici l'essentiel. Cette angoissante situation a été provoquée par son séjour à Signac avec Thérèse et 3 de ses petits-enfants. Maman en revenait quand elle est tombée malade. Elle a récemment pris l'habitude d'y aller quelques jours par an dans cette configuration avec ma sœur et certains de ses petits-enfants. Elle m'en parle avec un plaisir gourmand. J'ai l'impression, quand je l'écoute, que cette maison est une radieuse demeure familiale où ses enfants, petits-enfants, puis arrière-petits-enfants se sont amusés pendant de longues périodes estivales depuis des décennies. Cette histoire est fausse. Les séjours en commun, et seulement depuis peu avec ma sœur aînée, se limitent à 5 jours par an. Thérèse connaît le caractère complexe de maman dès lors que l'intendance matérielle de sa maison est en jeu. Elle n'y séjourne pas davantage. Maman invente ces longues périodes avec Thérèse au bord de la mer. Cathy, ma plus jeune sœur, y a en revanche longtemps passé ses vacances avec ses 2 fils. Mais elle les élevait seule et y était contrainte, financièrement. Elle m'a raconté l'enfer de ses séjours à Signac. Maman, autoritaire et injuste, la traitait comme si elle était une fillette irresponsable, âgée de 7 ans. Elle ne supportait pas sa présence, ni celle des garçons. Elle succombait à des crises de nerfs, dont elle ne m'a, bien sûr, jamais rien dit. Cathy parvient maintenant, pour sa plus grande satisfaction, à louer une maisonnette dans un village voisin. Guillaume, quant à lui, l'un des fils de ma sœur aînée, a pris, il est vrai, l'habitude, une fois marié et père de famille, de passer ses vacances avec femmes et enfants à Signac. Maman y est présente, puisqu'elle y demeure sans interruption, en juillet et en août. Guillaume choisit d'y venir sans y être contraint, et doit bien évidemment apprécier l'ambiance. Je suppose que maman vit mieux sa situation de grand-mère d'un petit-fils adulte que celle de mère d'une fille également adulte. Si tu savais, Nine, me racontait maman en février dernier à Signac, je l'y avais rejointe car sa voiture en panne était en réparation aux environs d'Angers. Si tu savais comme on est bien ici avec ta sœur et les enfants, on va à la plage, les enfants jouent, on s'organise bien pour les repas le midi et le soir. Maman campe ainsi son propre portrait d'une mère au comportement idéal envers sa fille aînée. Mais Thérèse ne s'attardait pas en réalité à Signac quand ses enfants étaient petits, du moins pas après le décès de mon père, qui a eu lieu il y a 20 ans maintenant. Elle n'a que dernièrement inauguré, depuis qu'elle est elle-même grand-mère, ces quelques brefs séjours. Je ne serais pas étonnée si au fond elle préférait habiter seule au bord de la mer, tout en n'osant pas le proposer à maman. Celle-ci affirme, haut et fort, que sa présence est indispensable à Thérèse, dont la tâche serait trop lourde si elle devait, sans son aide, tenir la maison et s'occuper des enfants. La vérité est enfouie sous des couches d'habitude et de comportements supposés immuables.
J'ai le sentiment que maman joue à l'arrière-grand-mère parfaite et qu'elle renoue pendant quelques jours avec ce que fut à ses yeux sa vie de mère méritante et irréprochable. Je ne la critique pas. Elle a suivi la voie d'épouse et de mère pour laquelle elle avait été éduquée. Elle s'y est engagée avec enthousiasme. Ses récits soulignent le grand bonheur de ses 20 ans quand elle rencontrait l'éblouissant amour de sa vie en la personne de mon père. Elle a ensuite dûment rempli les devoirs qui étaient attendus d'elle. Mais ce fut au prix de contradictions intimes que j'ai perçues intuitivement lorsque j'étais enfant et dont je n'ai pris conscience que de nombreuses années plus tard. Lorsque maman n'a plus eu en charge ni mari ni enfant, elle s'est naturellement tournée vers des activités sociales, paroissiales en l'occurrence, qui l'épanouissent. Sa récente altercation avec ses collègues paroissiens était exceptionnelle et s'est manifestée justement après qu'elle avait repris contact avec les aspects quotidiens et matériels de sa vie familiale. Elle choisit de temps à autre de porter à nouveau son costume de mère et de grand-mère parce qu'elle se raconte l'histoire, en partie illusoire, du grand bonheur de sa vie. Son attitude est lourde de conséquences, puisqu'elle montre, après ce genre d'expérience, des signes de nervosité et d'épuisement extrême. Elle agit en dépit du bon sens. Elle multiplie les risques qui menacent sa santé, dont elle connaît pourtant habituellement la grande fragilité. Elle a d'abord réussi à faire un voyage de 5 heures au volant de sa voiture en n'étant pas assez couverte. Ensuite, à peine arrivée, en négligeant son état de fatigue, elle s'est précipitée à l'église pour la célébration du chemin de croix. Là, tendue comme un ressort, elle a cédé à la colère, sans se rendre compte que sa récente suractivité était inconnue de tous. Le lendemain, entraînée sur cette même pente de suractivité dépourvue de toute prudence et d'écoute d'elle-même, elle est retournée à l'église, à pied encore une fois, et sans son manteau. Ici se termine l'anecdote, Gabrielle, que je trouve triste et inquiétante. Maman a connu dans sa vie une forme de fiction à laquelle elle s'est accrochée avec une inébranlable énergie et elle persévère à son âge alors que sa santé est gravement menacée. Je suis sûre, Gabrielle, qu'elle répétera à la prochaine occasion ce même scénario par manque de lucidité et par absence de désir de découvrir quelques parcelles de vérité. Je ne la juge pas. Chacun vit comme il le peut. Mais je suis exaspérée par les conséquences que je trouve gravissimes sur sa santé. Point final sur ce sujet, mon ami. J'espère que ta journée sera agréable. Quant à moi, qui resterai à la maison, j'ai une idée pour éviter la tristesse. Simon n'a pas besoin de moi. Il doit envoyer son projet de mémoire à ses professeurs. Mon idée pour réussir à gentiment bricoler, alors que je n'ai toujours pas surmonté la difficulté du début de chapitre, est d'aller, avec mon ordinateur, voir les arbres du bois de Vincennes. Je sentirai bien alors quelle sera mon humeur, tout en sachant qu'à 18 heures, je devrais être de retour pour préparer les repas de Roland et Simon et ensuite rejoindre à 19 heures le Pizza Hut du Châtelet. Je t'embrasse. Lundi 24 avril 2017, 9 heures. 4 jours sont passés depuis le dernier mail mentionné. Bonjour mon ami. Nous n'avons pas échangé depuis quelques jours et j'ai simplement envie de te parler, Gabriel. Laisser ou non des traces pour un éventuel futur livre passe au second plan. Tu as été très occupé ces derniers temps. Tu t'es plongé dans l'organisation d'activités de groupe, telles que des visites de châteaux et des soirées pour assister à des spectacles parisiens. Note, Gabriel Lanet était bénévole dans plusieurs associations culturelles de Méry-sur-Oise. Ton ami Daniel ne va pas bien. Note, Daniel Sirvic, présidente d'une association littéraire du Val d'Oise, proposait d'élégantes idées dans un hôtel-château du XVIIIe siècle autour d'un auteur de notoriété nationale qui présentait son dernier livre. Tu me diras si elle est malade ou préoccupée par des soucis d'un autre ordre. J'imagine que tes enfants sont toujours portés par leur belle énergie. Je me sens dépaysée ce matin.
peut-être en raison de mon manque de vitalité. La pause des vacances est terminée et je reprends ce soir les cours de scénario. Ils ne me plaisent pas, mais tu connais ma persévérance, j'y serai présente. Je n'ai pas pris de rendez-vous d'écriture aujourd'hui, probablement par lassitude. Je me sens nonchalante, tournée vers un certain confort, comme si je craignais d'être happée par la fatigue. Sais-tu que Pete surréagit à tous les événements de la vie? Il ressemble à un dériveur ou à une planche à voile qui, au moindre coup de vent, anticipe la tempête. Il m'envoie des pages de son journal, il me raconte ses réflexions personnelles, ainsi que ses problèmes matériels toujours renouvelés. Leur gravité m'affole. De mon côté, je lui adresse certains récits de mes journées, sous la forme de quelques-uns des mails dont tu es la première destinataire. Roland est suicidaire, m'a-t-il dit, à la lecture de mes derniers messages. Un jour, il prendra une carabine, et tu sais qu'un drame peut toujours arriver. Tu m'accorderas qu'il est loin de cultiver la demi-mesure. Il ne peut s'en empêcher, et nous convenons désormais de revenir à des relations plus paisibles. Je lui enverrai mes textes au fur et à mesure de leur achèvement. De même, il m'adressera ses chapitres s'il poursuit son roman en cours, mais nous n'échangerons plus sur nos vies. Cela m'attriste. Je me sens très capable d'être plus sereine depuis qu'il m'a rassurée en m'expliquant sa façon d'être. Ne t'inquiète pas, m'a-t-il dit, je vis depuis toujours dans ce type d'insécurité. Mes soucis en ce moment n'ont rien d'exceptionnel. Je trouverai des solutions, je n'ai aucun doute. Mais il préfère calmer le jeu. C'est dommage, car j'aime les liens épistolaires qui tentent d'établir un échange profond et significatif. Mais il a peut-être raison. Fragiliser les frontières entre deux personnes pourrait être risqué. Pete préconise la prudence, ce qui m'apparaît singulièrement original quand on connaît son caractère aventureux et entreprenant. Je me sens seule, en fait, presque abandonnée, attristée par sa sagesse. Notre amitié pouvait, effectivement, à l'occasion, être un peu agitée, voire déstabilisante, mais elle était vivante et passionnante. J'avoue que j'essaie volontiers d'approcher la transparence avec mes amis. Nos relations seront moins riches. Je ne peux que l'admettre, sans euphorie, comme tu vois. Vendredi, je suis allée voir maman. Elle est malade et avait besoin de courses. Je dois l'appeler maintenant. J'en ai pas très envie, mais je n'ai pas le choix. Nos liens demeurent toujours un peu froids et tendus. Je décrocherai pourtant mon téléphone. De retour de Tizi vendredi soir, je pensais réviser un peu d'informatique avec Simon, mais nous n'avons pas eu le temps. Grégoire, rappelle, une note du 31 mars 2017 mentionnait que Nine était, avant son mariage, une amie intime de Grégoire Meunier. Ils avaient fait leurs études ensemble à HEC. Reprise. Grégoire et son ami Didier passaient dîner à la maison. Te souviens-tu de Scylla, une danseuse dont j'ai récemment lu le journal auto-édité? Elle m'avait convié vendredi soir à l'un de ses spectacles chorégraphiques. J'avais décliné sa proposition puisque nous attendions Grégoire et Didier. Elle ne m'a pas répondu. Je la crois assez égocentrique. Son expérience passée l'a sans doute contrainte à cultiver une obsession exclusive pour son métier. S'intéresser aux autres ne doit pas faire partie de ses priorités. Sa vie professionnelle fut probablement éprouvante. À 18 ans, elle quittait la Tchécoslovaquie communiste pour suivre en France des cours de danse contemporaine et elle a réussi depuis bientôt 30 ans à vivre de son art. La performance est impressionnante. J'ai aimé ses livres, mais la réciprocité n'existait pas entre nous et nos échanges avaient cessé jusqu'à cette proposition de spectacle. Que pourrais-je te dire de l'atelier de jeudi soir? Rien de particulier, si ce n'est que je suis harcelée par Claude Mélec. Note. Claude Mélec. Les mails de mars 2017 mentionnaient l'aide apportée par Nine pour que Claude Mélec auto-édite le récit d'enfance écrit par sa femme tchèque décédée. Claude Mélec était décrit comme une personne peu attentive aux contraintes matérielles. Des fichiers numériques étaient attendus par Nine. Il ne réglait pas les livres que Nine achetait pour son compte. Reprise. Si ce n'est que je suis harcelée par Claude Mélec.
Je crois que tu l'as rencontré une ou deux fois lors de tes visites parisiennes. Il vote Mélenchon et a décidé ce week-end de déverser dans ma boîte mail de pléthoriques messages de propagande. Sa passion menace de l'entraîner vers un exubérant culte de la personnalité. Grand bien lui fasse de cultiver ses propres idées, mais je serais infiniment heureuse s'il se cantonnait dans son propre jardin. Un principe élémentaire de prudence s'impose en société, Gabriel, qui consiste à s'interdire de parler politique, précaution à laquelle j'ai malencontreusement dérogé jeudi soir. Excuse-moi, m'a dit Claude à son arrivée tardive à l'atelier. J'ai été retenu par mes activités politiques. Ah oui, n'ai-je pu m'empêcher de demander? Et pour qui milites-tu? Mélenchon. Ah bon? Mais dis-moi, on peut réellement être communiste encore, à l'heure actuelle? Je pensais au communisme tel qu'il a été mis en œuvre du temps de l'Union soviétique, et j'ai dû croire sur le moment, aussi naïvement que stupidement, que ce genre de remarque pouvait être énoncée. Je n'ai pas été déçue. Je n'ai plus réussi à placer un seul mot, et me voilà maintenant suivi à la trace. Cet incident, Gabriel, ne fut que ma première mésaventure politique de ces derniers jours. La deuxième a eu lieu samedi. Roland et moi revenions de Nogent-sur-Marne où nous étions allés nous promener. Notre balade nous avait éloignés du RER et nous avons pris un taxi pour le retour. Le chauffeur, ou ses parents, était originaire d'Afrique du Nord. Et il n'a cessé pendant tout le trajet de nous entreprendre sur le racisme et l'arrogance des Français et sur le grand malheur de ceux qui souffrent de ce détestable environnement. Roland a fini par lui répondre, et un déplaisant silence a dès lors pesé dans la voiture jusqu'à notre arrivée boulevard de Tessier. L'excitation plane. Elle rôde et menace au coin des rues, sous les abribus, dans le métro et dans les cafés. Les discussions atteignent des sommets de passion. Évitons les débats politiques, mon ami, sous peine de pugilat perpétuel. Samedi matin, au lendemain du dîner avec Grégoire et Didier, le soleil s'est levé sur une matinée conforme au précédent début de week-end.